Amis du Petit Atelier, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait suite aux autres vidéos que je consacre dans une playlist à l'art et confronté au pouvoir. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qui se passait à l'ère industrielle. Quand je parle de l'ère industrielle, je parle de la période qui commence à la fin du XVIIIe siècle, notamment avec la Révolution française, mais aussi avec la Révolution qui initie la démocratie en Grande-Bretagne, et de même que l'indépendance aux États-Unis, et on ira jusqu'à la guerre 14-18. Cette période est assez magique finalement parce qu'elle est le début évidemment d'une grande avancée dans la pensée de l'homme, notamment ici en Europe. Il faut dire que l'idée vient des philosophes européens et notamment français, Voltaire, Rousseau, etc., mais aussi allemands et britanniques. Je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup, je pense notamment à Kant, Hegel, et jusqu'à la fin du XIXe siècle, même Nietzsche, qui a énormément façonné la pensée humaine. Alors, on est toujours dans cette conception, qu'est-ce que le juste, qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que le beau, hein. On n'est pas les philosophes, la philosophie grecque est la matrice de la philosophie, et surtout Platon, donc on reste toujours sur ce même concept, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est beau. Avec ces philosophes-là, on en vient à penser très différemment. La notion de l'autorité est-elle si légitime que ça? Est-ce que finalement on ne peut pas aussi penser par soi-même? Est-ce qu'on ne peut pas remettre en question la vision qu'on a de nous-mêmes, la vision qu'on a de l'autre, la vision qu'on a de la société, et pourquoi pas la vision qu'on a même de Dieu? Tout ça évidemment est mis en branle par les grands philosophes qui exigent qu'on pense autrement, et là évidemment l'artiste prend sa place parce que son domaine ne se cantonne plus au beau, mais il va se cantonner aussi à ce qui est juste et à ce qui est vrai. Ce qui veut dire que quand un peintre ou un artiste ou un sculpteur ou un musicien ou un écrivain a un sujet, ce n'est pas tant le sujet qui importe, mais la façon dont il va le traiter. C'est en ce sens qu'on peut dire qu'on est arrivé à un concept de l'art à l'époque industrielle, un concept qui n'existait pas avant. C'est la raison pourquoi qu'au XIXe siècle commence à exister des critiques d'art. Le critique d'art le plus connu étant évidemment Baudelaire, qui a écrit beaucoup d'écrits sur ses contemporains artistes. Le fait que la vision de l'artiste prévaut sur son sujet va lui conférer une toute nouvelle dimension. Finalement, cet artiste devient en lui-même un contre-pouvoir et non plus un serviteur du pouvoir. Il pense par lui-même, il dit ce qu'il pense, il exprime ce qu'il pense. Évidemment, cette autoproclamation de l'artiste ne va pas être sans faire quelques dégâts. On va évidemment le considérer comme arrogant, narcissique, individualiste. Le petit peuple, le bourgeois, va en avoir peur. Parce que si un artiste est digne de ce nom, évidemment, sa vision se doit d'être en opposition avec la vision commune que les gens ont des choses. Il va surtout s'opposer, évidemment, à la vision tout à fait soumise de ses ancêtres. Autant les artistes à la féodalité étaient soumis à une autorité, autant l'artiste du XIXe siècle s'en défait. Il faut comprendre que l'artiste, encore une fois une expression que dit si bien Bernard Stiegler, que l'artiste au XIXe siècle ne travaille plus pour personne. Cézanne ne travaille pour personne.
il se passe ceci de très différent, c'est que même l'artiste, il va s'exiler pour fuir le puissant. Alors que dans la période féodale, l'artiste s'exilait pour chercher un protecteur. Ici, l'artiste n'a plus besoin de protecteur. On est dans une période industrielle où un artiste vend sa production et n'a plus besoin d'avoir des pensions des autres. Il peut la vendre parce qu'il peut la vendre beaucoup plus cher qu'il ne la vendait avant. Un artiste sous la féodalité n'avait pas d'argent de sa production, enfin très peu d'argent de sa production. Molière n'avait pas de droit d'auteur, de même que Beaumarchais. Beaumarchais était protégé par Marie-Antoinette. L'artiste dans la période industrielle, bénéficie justement du fait que le bourgeois possède de l'argent et donc peut acheter des œuvres. L'artiste, évidemment, de par ce marché d'art, parce que évidemment il entre dans une certaine concurrence, il y a un marché d'art, il y a des artistes qui valent plus cher que les autres, et de fait il y a des artistes qui vont devenir de véritables stars. Et cette starisation, pour employer un néologisme, de l'artiste va en faire en quelque sorte presque des dieux, des demi-dieux. En fait, c'est l'art qui est devenu Dieu. Et c'est très visible quand on voit l'émergence de musées majestueux qui se construisent justement à cette époque. Toute l'époque industrielle, c'est l'époque où on construit le Metropolitan Museum of Art de New York, le National Gallery, le musée du Louvre, où on récupère l'ancien palais royal pour en faire un sublime musée avec des pièces immenses, etc. Et au départ, évidemment, ces musées sont construits par les autorités. Les autorités ont peur des artistes contemporains qui sont en opposition avec leur autorité, avec eux-mêmes, et donc ils vont remplir ces musées d'œuvres anciennes. C'est pour ça qu'on a des très belles collections partout, dans tous les grands musées. On a des magnifiques collections d'art italien, de la Renaissance, d'art hollandais, etc., d'art français, etc. Il n'y a pas à l'époque vraiment l'idée de construire ces musées pour mettre des artistes de l'époque. Exception faite quand même que je pour le Louvre. Le Louvre au départ a été construit par Napoléon et il avait pour évidemment fonction d'y stocker et d'y faire voir au public tout ce qui avait été raflé pendant les conquêtes de Napoléon. Il y avait dans ces salles des collections exceptionnelles parce que partout où allait Napoléon, il prenait ce qu'il avait envie de prendre. Mais après la défaite de Napoléon en 1815, il a été question de rendre ses œuvres à qui de droit. Et on s'est retrouvé avec un musée avec des immenses salles entièrement vides. Et là, les autorités ont eu une très bonne idée. Elles disent, puisque ces salles sont vides, on va les remplir avec des artistes contemporains. Et c'est pour ça qu'on voit au Louvre de la Croix, etc. Et donc il y a une émergence de l'artiste en tant que d'une valeur très particulière. Il n'est plus soumis, il est même quelque part célébré et devient même presque une identification de la nation. Comme c'est une époque de beaucoup de révolutions, les artistes qui auront soutenu la révolution, une fois que la révolution fait place à une nouvelle autorité, vont considérer ces artistes comme des dignes représentants quasiment de cette nouvelle identité nationale. Je prends pour exemple Verdi, qui était le dieu, qui était vraiment le symbole de l'unité nationale italienne, une fois que Garibaldi a imposé l'unification de l'Italie. Il a été de même pour Wagner en Allemagne, mais on va aussi chercher des anciens peintres. Rembrandt est presque ce qui représente presque la Hollande, aussi même Van Gogh, même s'il est arrivé plus tard et même si de son vivant il n'a eu aucun succès. Aujourd'hui encore, on considère que Van Gogh est presque l'identité nationale de la Hollande. Voilà, donc ça c'est pour l'ère industrielle. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.